Et je déclare la session ouverte. Voilà. Eh bien, donc, bonjour à toutes et à toutes. Nous démarrons donc cette démarche avec cet après-midi hommage à Edgar Morin, voilà, qui nous a quittés donc il y a maintenant quasiment 2 semaines. Voilà, donc une après-midi hommage avec celles et ceux qui l'ont connu et qui veulent rendre vivant son œuvre au travers de toutes les générations, parce que on aura donc un certain nombre de forts anthèmes qui ont travaillé avec lui, mais on aura aussi différentes natures de personnes qui s'intéressent beaucoup à Edgar Morin, qui sont nourris par Edgar Morin, qui voudront aussi témoigner de comment Edgar Morin a transformé leur vie par leur regard. Donc voilà, donc nous aurons avec nous Jean Stone, qui est déjà à côté de moi, Francine Deprat, Jean-Éric Aubert, Karine Dartigues-Pérou, François Dos, Bruno Marion, Michel Salofkost, à qui je vais donner la parole dans un instant pour ouvrir officiellement cette session, Dominique Marty qui est là, et Sean Kelly, que j'ai eu hier soir encore pour préparer cette session, qui est juste en train de se lever pour information, puisqu'il est en Californie, il est à San Francisco. C'est le traducteur officiel pour la langue anglaise de Edgar Morin, et qui nous racontera justement comment il a connu Edgar Morin. Alors merci de couper vos micros quand vous débarquez. Voilà, donc nous démarrons. Alors voilà, le programme, vous allez voir, il est très nourri. Donc toutes les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, on va voir un nouveau sujet, un nouveau topic sur le parcours d'Edgar Morin, sa personnalité, son œuvre, sa portée. Et donc voilà, on a demandé effectivement à chacun des intervenants d'avoir effectivement un propos bien ciblé pour justement avoir cette diversité de regards croisés. Et maintenant, voilà, pour l'ouverture, je vais laisser la parole à Michel Salofkost, Karine Dartigues-Pérou, qui, avec IFRN, l'association qui porte cette démarche, et la Société française de prospective qui est partenaire, je leur laisse la parole pour justement, parce qu'ils ont travaillé avec Edgar Morin. Edgar Morin les a beaucoup nourris, voilà, je voudrais avoir leur regard sur à la fois cet après-midi et la personne d'Edgar Morin. À vous, Michel et Karine. Michel, on t'entend pas parce que ton son est coupé. Donc, vous voyez, nous sommes nombreux ici. Ça se prête. Voilà. Voilà. Merci, Michel. À toi la parole. Alors, merci à tous d'être là. Pardon, j'avais fermé mon micro pour pas faire de bruit. Et effectivement, au moment de ma prise en parole, je me suis rendu compte que mon micro ne marchait pas. Alors, bonjour à tous. Je vais passer directement la parole à Karine. Elle est bien parmi nous. Son micro est ouvert. Et la raison pour laquelle on a organisé ça, c'est vraiment une évidence. C'était que depuis 30 ans, on travaille avec Edgar Morin et il a joué un rôle extrêmement important dans 3 livres avec lesquels on a travaillé avec Edgar Morin. Et donc, j'ai pensé que c'était vraiment important de lui faire un hommage. Alors, d'abord, c'est évidemment un hommage à Edgar Morin. Mais à travers Edgar Morin, c'est aussi un hommage à quelque chose de beaucoup plus vaste qu'Edgar Morin. C'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en faisant l'hommage à Edgar Morin, on fait l'hommage aussi d'une des personnes, comme un peu à une autre époque, quelqu'un comme euh, Descartes. Il y a des personnages dans la peinture, dans l'art, dans la science, qui marquent des transitions, qui marquent de manière atemporelle pour l'éternité des grands moments de l'évolution de la pensée humaine. Et Edgar Morin, on verra au fil des siècles comment évolue notre vision de Edgar Morin, mais Edgar Morin, on peut le dire déjà aujourd'hui, a joué un rôle extraordinaire dans la transition d'une pensée mécaniste à une pensée systémique. Alors, j'ai demandé à Jean Stone de venir, il donnera, on va discuter avec Jean Stone là-dessus, parce que Jean Stone a vraiment fait un travail épistémologique tout à fait remarquable, unique au monde, de bien comprendre les ruptures épistémologiques de notre temps. Et on lui donnera la parole pour, par exemple, comparer Edgar Morin à Prigogine ou à
Erwin Laszlo. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, que ce soit Prigogine ou Erwin Laszlo ou Edgar Morin, en fait, c'est des personnes qui participent de ce changement de paradigme qui est au cœur de notre époque et qui annonce, exactement comme à la Renaissance, une nouvelle civilisation. Donc c'est pour ça que c'était extrêmement important de faire cet hommage à Edgar Morin, d'une part en tant qu'être humain tout simplement, mais aussi en tant que marqueur d'un changement de paradigme. Voilà, alors peut-être je passe la parole tout de suite à Karine, parce que comme vous savez tous, je suis un grand bavard et il est important, et je vous invite tous à être aussi succinct dans vos commentaires, parce qu'on est très nombreux pour ces 3 heures, donc il faut que chacun se contrôle. Donc je dois en premier lieu donner l'exemple. Donc je transmets la parole à Karine, qui a piloté 3 livres majeurs qui ont été reconnus d'abord en France et après dans le monde entier comme des livres majeurs de ce changement de paradigme. Ok. Bonjour à tous. Oui, je crois que ça nous fait tous beaucoup de bonheur, en fait, de joie de nous réunir autour de ce grand homme. Alors, moi, je vais zoomer dans le temps parce que déjà, bon, j'ai connu Edgar Morin au début quand j'ai soutenu ma thèse en 2003 et je l'ai connu en allant lui présenter justement mes travaux de thèse de doctorat. Et puis après cette formidable aventure qui a été cette rencontre en fait d'Edgar Morin dans le cadre du club de Budapest. Donc je vais zoomer sur en effet ces quelques années qui ont été des années pour moi extrêmement inspirantes, mais très circonscrites dans le temps. Voilà, et je pense que c'est ça qui pouvait être intéressant dans cette restitution un peu collective que chacun d'entre nous, on puisse comme ça éclairer l'héritage de cet homme. Donc, moi, je suis rentrée grâce à Michel, membre, j'ai rejoint le club de Budapest, comme un certain nombre d'entre vous ici. Et c'est important parce que Erwin Laszlo, le fondateur du club de Budapest, avait rédigé en 96 le manifeste pour la conscience planétaire. Ce texte de référence, eh bien, il s'inscrivait dans une tradition, c'est-à-dire un peu dans la tradition qui a voulu que le club de Rome, à une époque, dans les années 70, 80, 1900, eh bien, dise attention, il y a des enjeux, des défis planétaires. Mais Erwin Laszlo, qui, comme vous le savez peut-être, était également un soliste, un pianiste de renommée internationale hongrois, et qui a également eu une carrière, qui a fait un doctorat en sciences de la complexité, en fait, philosophie des sciences, eh bien, est arrivé avec cette idée que on ne peut appréhender les grands défis planétaires. Donc là, on est quand même dans les années 80-90, 1990, donc on est très très précurseur. Et ce magnifique texte que je vous invite à relire d'ailleurs qui est justement, on parlait d'un de ses ouvrages, Prospective d'un monde en mutation, qui est en annexe de ce livre, avait été rédigé par le Dalai Lama. Et par la suite, nous avons au sein du club de Budapest, donc qui se réunissait régulièrement autour de grandes rencontres, des conférences sur des grands sujets de société, développé un certain nombre d'activités, dont l'université intégrale. Donc peut-être, Michel, tu reviendras là-dessus avec Bruno Marion sur cette idée d'université intégrale, comment ça s'inscrit aussi dans la pensée d'Erwin Laszlo. Mais ce qui est important, c'est que Edgar Morin est vraiment arrivé à ce moment-là, donc on est dans les années 2010 à peu près, avec vraiment ce que moi j'avais vu un peu aussi comme un changement, un renouvellement chez cet homme, puisque en effet j'avais lu beaucoup, pour ma thèse j'avais lu en fait toute l'œuvre de Teilhard de Chardin, toute l'œuvre d'Edgar Morin, et j'ai vu vraiment un souhait de venir dialoguer, notamment avec les amis du club de Budapest, mais aussi surtout Erwin Laszlo, sur les sujets de la conscience et de la conscience planétaire. Voilà, donc c'est ça que je voulais vraiment pointer là-dessus, parce que en effet, que nous disait Morin à l'époque,
eh bien que on est face à une polycrise, hein, donc c'est un des premiers à avoir défini cette dimension de polycrise, hein, crise voilà de l'universalisme humaniste, crise aussi crise des religions, crise économique, crise de notre système de globalisation, crise du développement, hein. Et donc il disait son point de départ, c'était que la globalisation est incontrôlée et que c'est elle qui empêche la construction d'une société de monde. Et donc, ce qui est important, c'est qu'au-delà de cette polycrise et donc cette crise de l'humanité des sociétés traditionnelles, déjà, c'est un des premiers à avoir articulé aussi crise de la modernisation, de la mondialisation et de l'occidentalisation. Et ça, on est quand même dans les années 2010, donc on est, enfin, 15 ans après, on est vraiment dans, enfin, tout ce diagnostic, en fait, éclaire énormément encore notre société d'aujourd'hui. C'est également un des premiers à avoir attiré l'attention sur le déclin démographique. Parce que, du coup, tu citais 2 ouvrages, tu en citais 3, je ne sais pas quel est le troisième, mais il y a 2 ouvrages de référence, c'est Prospective d'un monde en mutation 2010 et Les voies de la résilience 2012. Et déjà, dans ces livres, en fait, il parlait d'un des grands enjeux de notre crise, parmi cette polycrise, qui était l'enjeu de ce qu'on appelle aujourd'hui le renversement démographique. Donc, il appelait de ses voeux un changement de voie. Et je me rappelle très bien quand on a travaillé sur ces ouvrages, je lui avais proposé les voies. Il m'a dit non, ça n'est pas les voies, c'est la voie, Karine. Donc je veux, moi, la voie avec un grand V. Et donc, du coup, j'avais proposé que, comme c'était un ouvrage collectif, eh bien, qu'on propose comme titre Les voies de la résilience. Mais lui, bien évidemment, son article, c'était pour changer de voie, V avec un grand V. Et cette voie, en fait, il disait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on est face à une mondialisation, en fait, pour le pire et pour le meilleur, hein. Vous vous rappelez, il disait souvent ça, et que il y a ce vaisseau spatial Terre, et donc c'est là où ce vaisseau spatial Terre que lui appelait Terre Patrie, qui rejoint beaucoup la notion de vaisseau spatial Terre, celle qu'utilisait Erwin Laszlo, hein. Donc il y avait quand même ce dialogue à chaque fois dans toutes ces rencontres entre Erwin Laszlo et Edgar Morin et entre leurs travaux. Et il disait la probabilité est catastrophique et que nous allons vers la catastrophe. Mais il y a une possibilité de l'improbable, hein. C'est ça qu'il disait, il y a une possibilité de l'improbable. Attendons-nous à l'inattendu, et le probable est la désintégration, l'improbable mais possible est la métamorphose. Et c'est là où cette dimension d'improbable, possible et de métamorphose, bien évidemment, résonne dans l'univers de la prospective, puisque, en effet, on sort de cette dimension linéaire qui nous amène vers la catastrophe pour imaginer une autre voie. Et cette autre voie, vous la connaissez sûrement, c'est la voie des réformes, hein. Donc, il définit 7 réformes, les réformes qui agissent et qui devraient agir en interdépendance. Donc là, on n'est pas uniquement dans la systémie, on est vraiment dans cette recherche d'intégration, de tisser, de relier cette interdépendance. Et donc c'est là où ça rejoint vraiment tous les travaux du club de Budapest à l'époque, où on pensait que justement la systémie seule ne pouvait suffire. Il nous fallait quelque part franchir une forme de dépassement, d'intégration, hein, et donc de saut niveau de conscience. Voilà. Merci Et beaucoup, donc, Karine, pour cette ouverture, parce que voilà. voilà. Alors, donc je finis juste. Donc les 7 réformes, je ne les citerai pas, mais ce qu'il On voulait, va se c'est qu'il retrouver tout à avait l'heure, un hein. plan de communauté de destin et il nous appelait à relier
à nous relier. Voilà, donc c'était ça que je voulais dire. Voilà, pardon d'avoir été Merci. trop Non, long. non, 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 mais merci beaucoup pour cette magnifique ouverture, parce que effectivement, donc je le rappelle, on va faire chemin avec Edgar Morin. Donc dans un instant, je vais passer la parole à Jean Stone, qui va justement mettre en perspective ce penseur qui a réinventé la pensée. Et puis effectivement, on va te retrouver pour être plus dans l'intimité de tes chemins croisés avec lui, tant avec le club de Budapest qu'avec tes différents ouvrages, pour comprendre finalement comment ça s'est noué, qu'est-ce qui s'est joué au travers de ça. Et puis, on va aller retrouver, à ce moment-là, on aura une petite pause, et puis on ira après avec François Dos pour comprendre finalement la genèse et la métamorphose de sa pensée, peut-être plus le parcours de l'homme au travers du siècle, et puis on ira creuser la révolution de la complexité de son œuvre et sa portée beaucoup plus dans le réel et la prospective avec Bruno Marion. Voilà, et ensuite on verra ses interactions avec la Chine, la Californie, voilà, on va faire tout ce voyage. Donc, vous pouvez bien sûr, les uns les autres qui sont en ligne, vous êtes plus de 50 inscrits aujourd'hui, posez vos questions dans le chat. Hein. On les prendra au fur et à mesure, bien évidemment. Je ne sais pas si on les prendra toutes. Et donc, voilà, l'enjeu maintenant, c'est de rentrer dans la matière. Regard sur l'apport épistémologique d'Edgar Morin. Je vais laisser la parole à Jean Stone, qui est à côté de moi. Et voilà, je lui laisse la parole. Et je change la mise en évidence. Donc, eh bien, effectivement, tu as, on va dire, 25 minutes. Si jamais, comme ça, il y a quelques questions. Voilà. 20 minutes, 20 minutes. Non, on ne t'entend pas. Rétablir le son. Voilà, voilà. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, on t'entend très bien. Oui. Bonjour à tous. Donc, je commencerai par un paradoxe. En fait, cet homme de la complexité qu'est Edgar Morin, c'est en même temps l'homme de la simplicité, puisqu'on peut dire on peut résumer 10 000 pages qu'il a écrites en un mot, et ce mot, c'est relier. Relier, pour lui, c'était fondamental, c'était sa conviction. Hein. On ne comprend rien de vivant, hein, ni une cellule, ni une personne, ni une société, ni une civilisation, en l'isolant. Le réel, il est tissé d'interdépendance. Toute pensée qui le découpe en morceaux étanches va mutiler le réel. Donc la relation, et bien sûr la reliance, on va parler, concept fondamental, était essentiel pour lui. Maintenant, je voudrais montrer que cette idée, qui pourrait sembler généreuse, humaniste, est une révolution épistémologique, et c'est une révolution épistémologique d'une grande rigueur qui rejoint ce que la physique quantique, entre autres, a découvert au XXe siècle sur la nature du réel. Hein, c'était pas du tout, certaines personnes pensent que c'est un peu un poète de la totalité, et c'est quelqu'un qui avait pris au sérieux, je dirais, la plus grande crise des fondements de la connaissance depuis Galilée. Alors pourquoi une crise ? Eh bien parce que c'est un renversement de Descartes. Vous connaissez comme moi le second principe de Descartes, diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il est possible. Diviser pour connaître. Et le réductionnisme, c'est Descartes qui est la base du réductionnisme. Et il ne faut pas cracher dessus. Le réductionnisme a été à une époque, et on y reviendra, un fondement exceptionnellement important de la connaissance. Avant, on avait des visions beaucoup trop globales des choses. Voilà. Donc en coupant le réel en tranches, on a effectivement, en divisant pour connaître, on a fondé 4 siècles de succès scientifique prestigieux. Mais on est arrivé, et c'est évidemment Morin en était encore bien plus conscient que nous, à une limite de cela. Lui, il opère un renversement. Et il opère ce renversement en disant, ok, oui, diviser peut produire du savoir, mais en fait, si on met le divisé en principe unique, eh bien, on va produire aussi de l'aveuglement, et pas seulement du savoir. C'est sa formule la plus célèbre en introduction à la pensée complexe, hein. Le mode de pensée parcellaire, compartimenté, disciplinaire, quantificateur, je cite, nous conduit à une intelligence aveugle, dans la mesure même où l'aptitude humaine normale à relier, le mot relier, les connaissances s'y trouve sacrifiée au profit de l'aptitude non moins normale à séparer. Vous voyez, c'est toute la dialectique. Nous avons une tendance normale à relier les choses, mais on a aussi, nous dit Morin, une tendance à séparer. Intelligence aveugle, c'est un mot très fort, surtout qu'elle vise nos institutions, elle vise nos institutions les plus prestigieuses, elle vise nos spécialistes les mieux formés, sauf que c'est des spécialistes capables de tout savoir, mais sur presque rien, et qui ne sont pas assez capables, justement,
de relier. Or, tous les grands problèmes que nous affrontons aujourd'hui, le climat, la santé, l'intelligence artificielle, les crises financières, ce sont tous des problèmes globaux. C'était pas le cas il y a 3 siècles, 2 siècles et même un siècle. C'est parce que justement ce monde s'est globalisé à la vitesse de la lumière avec les technologies d'aujourd'hui que justement la pensée de Descartes, qui fut utile et essentielle à un moment, a touché ses limites. C'est ça, hein, la révolution épistémologique la plus importante depuis Galilée, et c'est ça l'importance de la pensée d'Edgar Morin qui nous permet de penser cela. Par définition, tous ces grands problèmes sont transversaux, et donc on les aborde avec des outils mentaux inadaptés. Voyez, c'est un peu, pour citer un de mes autres penseurs favoris, qui est Nassim Taleb, quand il dit qu'on est passé du médiocristan à l'extrémistan et que nous abordons les problèmes de l'extrémistan avec les outils du médiocristan. Je ne sais pas si Edgar Morin a été impliqué dans le projet de l'école 42, mais il aurait certainement beaucoup aimé ces propos de son fondateur, Nicolas Sadirac, vous savez, cette école qui est sans professeur, sans diplôme et sans programme. Les écoles d'ingénieurs sélectionnent, dit Sadirac, les profils les plus conformistes, ceux qui prennent le moins de risques, profil adapté au processus industriel de masse, qui a fait le succès du système occidental. Encore une fois, il ne faut pas cracher dessus. C'était comme Descartes, c'était une étape nécessaire de la pensée humaine, du développement de la pensée humaine. Mais parfaitement inadapté ces profils au monde numérique, au monde de demain avide de créativité. Car notre système éducatif, je cite toujours Sadirac, fait disparaître l'individu et sa capacité à créer. Et là, je veux vraiment faire enlever un malentendu qu'on entend parfois chez les critiques de Morin, entre autres certains scientifiques un peu réductionnistes. Ils disent penser à complexité, c'est pas renoncer à l'analyse, contrairement à ce que disent certains. C'est pas une espèce de pensée molle, vous voyez. Non, une pensée molle, holistique. Non. Morin l'a écrit noir sur blanc dans les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, un livre qui m'a beaucoup inspiré pour mon propre ouvrage, effectivement sur la grande mutation, là, toute la 3e partie qui est sur l'éducation. Il dit voilà, il faut apprendre à connaître en séparant et en reliant, en analysant et en synthétisant. Pour ça que j'ai dit que Morin était d'une certaine façon, et ma remarque n'est évidemment pas politique, dans le en même temps, qu'il était dans la complexité, mais que ce principe était d'une grande simplicité, eh bien il dit voilà, c'est en séparant et en reliant, en analysant et en synthétisant. La pensée complexe, chers amis, c'est pas moins de rigueur, c'est une rigueur supplémentaire, celle qui consiste, après avoir analysé, à ne pas oublier de recoudre. Oui, il faut couper les morceaux, il faut couper le rêve en morceaux, oui, mais après il faut les recoller, et il faut plus que les recoller, il faut faire surgir de cela quelque chose de nouveau, comme quand vous avez une graine qui pousse, vous voyez. Donc c'est pas moins de science, c'est davantage de science. Ensuite, le point suivant que je veux développer, c'est qu'il y a 2 complexités. C'était essentiel pour Morin, la complexité restreinte et la complexité générale. Un peu comme il y a la relativité restreinte et générale, je pense que c'est ça qui l'a inspiré, mais aussi la reliance, mot que j'ai déjà prononcé mais pas encore défini, si important pour Morin, on va y revenir. Eh bien la reliance aussi, il y a une reliance restreinte et générale, c'est ça qui est intéressant. Alors, effectivement, quand on parle de complexité aujourd'hui, Michel Sadowskos y a fait allusion, évidemment, la complexité, c'est le Santa Fe Institute, c'est les structures dissipatives de Prigogine, dont j'ai eu la très grande chance d'être vraiment l'élève et qui est l'un de mes maîtres principaux avec Bernard d'Espagna. Eh bien, c'est une science magnifique, toute cette science de la théorie du chaos, de tout ça. Mais en fait, c'est la complexité restreinte, selon Morin, parce que c'est une science qui étudie un certain nombre d'objets, même si ces objets peuvent aller jusqu'à s'appliquer très très bien à la société et à plein d'autres choses, d'accord ? Mais ce que Morin apporte, lui, c'est la complexité générale. Ce n'est pas une science d'objets compliqués, c'est une réforme de la pensée elle-même, vous voyez ? C'est en ça que la complexité générale est différente de la complexité restreinte. C'est une forme de nouvelle façon d'articuler le savoir. Et pourquoi c'est important ? Ben parce que nous voyons sa contribution. Prigogine a transformé la physique, Mandelbrot a transformé la géométrie, Morin, lui, a voulu transformer la condition même de la connaissance. Comment connaître différemment. La manière dont nous relions tout ce que les sciences découvrent séparément. Sa place n'est pas à côté des spécialistes, voyez, elle est en amont. Elle est là où se décide ce qu'on accepte d'appeler connaître. Donc j'ai dit en introduction que relier était le mot
central de toute l'œuvre de Morin, et c'est pour ça que le concept de reliance est très important pour lui. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est pas lui qui l'a inventé, tellement il l'a popularisé. C'est un sociologue belge, Marcel Boldebal, et justement, comme c'est lui l'inventeur de la reliance, Morin a bien sûr beaucoup débattu et discuté avec lui, il y a des entretiens entre eux très intéressants, et dans un de ces entretiens, Morin a dit, je cite, « Il y a des mots qui entrent dans un vocabulaire comme ça, par effraction. Puis on se dit, tiens, voilà un mot qui me convient bien, c'est comme des virus, une fois qu'ils sont rentrés, et qui trouve un chemin favorable, il se multiplie. Et bien, c'est ce qui s'est passé pour moi avec le virus de la reliance. Il me vient de plus en plus souvent en bouche ou sous la plume, ce qui signifie qu'il a trouvé un terrain favorable et se multiplie comme un virus. Cette notion de reliance, j'en avais besoin. Cela me paraît de plus en plus évident. Et comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est que justement, la reliance aussi se définit en une reliance restreinte et une reliance générale. Pour rappel, je pense que vous savez tous ou presque, parce que des spécialistes, mais la reliance, c'est l'acte de relier, de se relier et son résultat. C'est ça qui change tout. Je répète, c'est l'acte de relier, mais après de se relier et le résultat de tout ça. Vous voyez qu'il y a une boucle, il y a ce que Varela aurait appelé ici une autopoïèse. Regardez, c'est une boucle de rétroaction. Je relie, oui, mais après, en se reliant moi-même, je suis relié, ça donne un résultat, et ce résultat va changer sur la façon dont je vais relier. Donc on est évidemment en pleine auto-organisation, en pleine autopoïèse, et c'est ça qui est important dans le concept de reliance, au-delà du relier, évidemment, comme je viens de vous le définir à l'instant. Morin l'a très bien dit lui-même, et je cite, « Relier est passif, reliant est participant, reliance est activant ». C'est pour ça que c'est une philosophie de l'action aussi. Avec Morin, on va y revenir. Reliance est activant. Gaston Bachelard, c'est intéressant de voir que Bachelard s'était engagé dans la même voie dès 1934 avec cette phrase loin de que ce soit l'être qui illustre la relation, disait-il, c'est la relation qui illumine l'être. Mais justement, le terme relation n'est pas suffisant, le terme reliance n'existait pas, d'où l'intérêt de l'amener. Donc la reliance restreinte, c'est celle du sociologue. Pour, vous voyez, exactement comme la complexité restreinte, c'est la complexité, effectivement, du scientifique. Eh bien, la reliance restreinte, c'est la reliance du sociologue, tandis que la reliance généralisée, c'est une théorie de la reliance généralisée, reliance de la science et des citoyens, reliance des citoyens entre eux, reliance des connaissances séparées. On voit donc un très beau parallèle. Il y a les deux complexités et les deux reliances généralisées et restreintes, voyez-vous. Et c'est toute la méthode de Morin. Durant toute sa vie, il a généralisé. Il prend une notion née dans un laboratoire ou une enquête sociologique et il en fait une catégorie de connaissances et une éthique. Voyez. Ensuite, évidemment, le lien. Alors, j'ai dit qu'il était dans la complexité généralisée, mais il y a bien sûr un lien très important avec la complexité restreinte. Morin est tout à fait, évidemment, en phase avec Prigogine. Et d'ailleurs, c'est frappant parce que Prigogine me disait toujours, et pas seulement à moi, il me disait « Jean, la nature est aveugle à l'équilibre. La nature ne voit que hors équilibre. Et la nature est aveugle à l'équilibre. Et c'est exactement la même chose quand Morin dit que le réductionnisme nous rend aveugles, bien évidemment. Voyez ? Donc voilà, donc effectivement, la science classique opposait l'ordre et le désordre comme le bien et le mal. L'ordre était la connaissance, le désordre était l'ennemi à réduire. Et Morin, lui aussi, était dans une tétralogie, ordre, désordre, interaction, organisation. Retrouvant bien sûr la vieille idée ancienne si bien connue de l'ordre à partir du chaos. Évidemment, ces idées-là ne viennent pas de la philosophie, à part l'ordre à partir du chaos, elles viennent de von Forster, il l'a cité souvent, d'Henri Atlan, et bien sûr de Prigogine, avec qui il y a un dialogue évidemment à distance très important entre la pensée de Morin et de Prigogine. Ensuite, évidemment, de cette physique du désordre créateur, Morin en a tiré une conséquence sur l'action humaine qui, je crois, est très actuelle aujourd'hui, et qu'il a appelée l'écologie de l'action. Le principe est le suivant. Dès qu'une action entre dans le monde, elle échappe à l'intention de celui qui l'a lancée. C'est comme un effet papillon. Il y a trop de jeux d'interaction, il y a trop de rétroaction, vous voyez, qui peut la diviser, l'amplifier, la retourner contre son auteur. Donc nous croyons maîtriser nos actes, en réalité, nous les confions à un environnement qui les transforme. Et le scientifique reconnaît bien sûr ici un cousin ou une cousine de la fameuse sensibilité aux conditions initiales, le fameux effet papillon. C'est l'effet papillon de l'histoire, je pourrais dire, pour définir l'écologie de l'action de Morin. Si j'avais une minute de plus, je vous raconterais en
deux mots par rapport à Erwin Laszlo, c'est très important cette histoire. Erwin Laszlo a fait partie d'un groupe de réflexion avec les réformateurs minoritaires du Parti communiste hongrois en 1989. Et lors du congrès du Parti communiste, tout ce que les réformateurs voulaient voter était refusé. Et Erwin leur a dit, faites voter l'enlevage des barbelés entre la frontière austro-hongroise. Et ils l'ont fait voter. Et l'été suivant, des milliers d'Allemands de l'Est en vacances au lac Balaton se sont précipités dans le trou, dans la muraille de fer pour passer en Allemagne de l'Ouest. Et ça a été un effet papillon qui a déstabilisé tout le système. Et quelques temps après, évidemment, tout le mur de Berlin est tombé. Et j'ai demandé à Erwin, mais enfin Erwin, quand tu as fait voter ce truc-là, 6 mois avant la chute du mur de Berlin, tu avais prévu tout ça ? Et Erwin Laszlo m'a dit non, bien sûr, Jean, pas du tout. Mais je savais que ça ferait une bifurcation qui irait dans la bonne direction. Et voilà, et ça, nous sommes au cœur avec ce petit exemple de rien du tout, mais, qui paraît de rien du tout, mais qui était essentiel pour l'histoire de l'Europe et de l'humanité. Eh bien, avec ce petit exemple, vous êtes au cœur de l'écologie de l'action telle que Morin l'entend, voyez-vous. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que j'ai vécu moi-même à travers Erwin Laszlo, qui m'avait beaucoup marqué, puisqu'on a parlé d'Erwin et du club de Budapest. Un autre point, sur lequel je passerai rapidement, mais c'est le point, évidemment, de la non-séparabilité. La non-séparabilité quantique, et là, c'est mon second maître, Bernard d'Espagna, qui était l'un des fondateurs de ce concept avec John Bell, et qui était dans le jury de thèse d'Alain Aspect. Je vous rappelle qu'Alain Aspect a eu le prix Nobel pour avoir fait l'expérience de non-séparabilité, et que ce projet était son projet de thèse de physique. Donc Bernard d'Espagna, qui était mon autre grand maître avec Prigogine. J'ai évidemment connu Morin, mais moins que d'Espagna et Prigogine, donc je ne le mettrai pas dans la catégorie maître pour moi, même si, évidemment, m'a influencé sur beaucoup de sujets. Mais la mécanique quantique a justement donné un coup terrible à cette idée du réductionnisme. Parce que dans la non-localité quantique, si vous voulez, il y a A, il y a B, et il y a le lien mystérieux entre A et B. Et il est dans les équations de la physique quantique. C'est pas de la poésie, c'est pas de... Non, il est dans les équations. Il est strictement inscrit. A et B, c'est plus que A et B séparément. C'est le système A, B et le lien mystérieux qui les relie, la non-séparabilité quantique, la reliance, voyez-vous. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Regardez la convergence, elle est fascinante. D'un côté, il y a un philosophe, Morin, qui, partant de la thermodynamique, de la cybernétique, érige la reliance en impératif de la pensée. De l'autre, il y a des physiciens qui partent d'une expérience hyper rigoureuse de physique quantique, qui découvrent que la séparation des objets n'est pas inscrite dans le fondement du réel. Le fondement du réel est non séparable. Et ces deux chemins totalement indépendants, l'un épistémologique, l'autre expérimental, mènent au même seuil d'une nouvelle vision du réel. Ça, c'est extraordinaire. Une convergence, voyez-vous, de deux chemins complètement indépendants. Un est physique quantique, l'autre est épistémologique. Et vous avez une nouvelle vision du réel, ce que Morin posait comme principe régulateur de la connaissance. La physique l'a rencontré comme structure du monde. La reliance n'est pas seulement la bonne manière de penser. Il se pourrait que la reliance soit la manière dont le réel est fait. Alors, pour conclure, il y a 3 principes, je pense, de Morin qu'il faut avoir en tête et emporter chez nous après cette réunion. Ces 3 principes, c'est le principe dialogique, tenir ensemble des notions qui s'opposent sans les fondre, ni en sacrifier une. Et là aussi, c'est tellement évident le lien avec la physique quantique. Être onde et corpuscule, c'est la logique ternaire. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer ici Basarab Nicolescu, qui a énormément parlé et discuté avec Edgar Morin, mon ami Basarab Nicolescu, et qui était un grand fan et un successeur et un élève de Stéphane Lupasco et de sa fameuse logique ternaire. Et la logique ternaire de Lupasco, c'est cette même logique du tiers inclus qui vient de la physique quantique. Donc le principe dialogique, chez Morin, c'est l'équivalent d'une logique ternaire, tenir ensemble des notions qui s'opposent sans les fondre, ni en sacrifier une, comme l'ordre et le désordre, l'individu et l'espèce, l'autonomie et la dépendance. La pensée classique choisit, la pensée complexe maintient l'attention, elle maintient les deux en même temps, comme l'onde et la corpuscule en physique quantique. Deuxième principe, la récursion organisationnelle. Les produits sont en même temps les producteurs de ceux qui les produisent. On retrouve Varela, on retrouve l'autopoïèse, on retrouve les boucles de rétroaction, évidemment. Les individus produisent la société, qui en retour les produit comme individu humain. La cause et l'effet de son effet, évidemment. Nous sommes en pleine autopoïèse, nous sommes en pleine boucle de rétroaction
qui est évidemment un des concepts aussi fondamentaux de la nouvelle science, de la complexité, de Prigogine, de tout cela. Troisième principe, alors c'est un principe hologrammatique, hein, c'est-à-dire c'est évidemment inspiré de l'hologramme. Le principe hologrammatique, c'est non seulement la partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie. L'image holographique est porteuse de l'information sur la totalité, même si elle n'est pas la totalité. Vous pouvez casser une plaque de hologramme en deux, vous aurez toujours l'image de la totalité, avec une moins bonne définition, mais vous aurez l'image de la totalité. Donc la partie porte l'information sur le tout en étant une partie et n'étant pas le tout, voyez-vous. C'est ça, les deux aussi, hein, les deux choses qu'il faut tenir sur l'hologramme. Chaque cellule contient le patrimoine génétique de tout l'organisme, mais une cellule n'est pas un organisme. Chaque individu porte en lui une culture qui le dépasse, etc. Donc trois principes, hein, le principe dialogique, je répète, le principe de récursion organisationnelle, le principe hologrammatique ou holographique, et une seule visée, ne jamais perdre le tout en examinant la partie, ni la partie en contemplant le tout. Il reste une question, et c'est sur celle-là que je vais conclure. Morin disait qu'avant de réformer l'enseignement, il fallait réformer la pensée. Et oui, mais avant de réformer la pensée, il fallait réformer l'enseignement, si vous prenez certains de ses écrits. Donc on a encore une boucle, encore une récursion, encore une rétroaction, d'où la difficulté. C'est-à-dire que son projet n'était pas seulement un projet théorique, mais évidemment, il peut être compliqué à mettre en œuvre parce que c'est un projet complètement lui-même circulaire, lui-même qui boucle. Mais il s'adressait à l'école, à l'éducation du futur, j'ai déjà mentionné son influence sur moi dans la grande mutation, la formation des citoyens capables d'affronter l'incertitude plutôt que de la fuir. Bref, en conclusion, je dirais qu'Edgar Morin, ce qu'il nous laisse, pour moi, c'est pas un système, vous voyez. Ce que nous laisse Morin, c'est une boussole, et le plus bel hommage que nous puissions lui rendre, eh bien, c'est de continuer à relier. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean Stone. Alors maintenant qu'on est dans l'épistémologie, alors bravo voilà, sur ce temps parce que 19 minutes 59 secondes. Je vais poser une première question, après je vais laisser d'autres intervenants et peut-être des participants poser des questions. En tout cas, il y a des applaudissements et des pouces qui se lèvent, donc bravo. En fait, on voit que la pensée d'avant, celle de Newton et de Descartes, elle est analytique et mécaniste et finalement elle est simple à nommer. Mais finalement, celle d'aujourd'hui, j'entends même un mot comme hologrammatique. Ouais. Donc, Edgar Morin s'est surtout fait connaître avec la pensée complexe. D'autres parlent de pensée systémique. Le club de Budapest, on en parlera. Il y a la pensée quantique portée par Jean Stone. La pensée intégrale que d'autres pensent. Mais finalement, quelque part, aujourd'hui, finalement, comment tout ce système de pensée peut se nommer pour qu'il puisse s'installer dans la société? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, effectivement... c'est peut-être pas la bonne réponse déjà, mais j'ajouterai un mot à ce que vous venez de dire, en hommage à mon regretté président de l'Université interdisciplinaire de Paris qui est mort au mois de septembre dernier, Jean-François Lambert. Lui, il appelait ça le paradigme de l'incomplétude. Le paradigme moderne est un paradigme qui, à défaut, si vous voulez, de connaître tout le monde, avait le rêve de vouloir tout connaître demain. C'est le rêve de la place. Le rêve de dire, ok, d'accord, je connais pas aujourd'hui, mais demain, un esprit omniscient, le démon de la place, pourra tout connaître. Or, en fait, le nouveau paradigme nous dit quoi? Il y a un au-delà de la matière, c'est la physique quantique. Il y a un au-delà du monde, c'est le Big Bang. Il y a un au-delà de la conscience, c'est tout le travail sur les near-death expériences, etc. Mais il y a aussi un au-delà de la vie. La vie est quelque chose de plus complexe que le darwinisme, le hasard et la sélection naturelle. Donc, le maître mot pour moi, mais c'est pas un mot très porteur, mais c'est le paradigme de l'incomplétude. Il y a quelque chose qui nous dépasse, et ce quelque chose ne vient pas de la philo, pour moi, il ne vient pas de la sociologie, il vient de la raison, il vient des fondements même de la science. C'est la raison qui est capable de dépasser la raison. Et d'une certaine façon, voilà, ça c'est quelque chose de fondamental, une raison au-delà de la raison, je dirais, classique, pour mieux me faire comprendre. Un autre maître qui s'appelait le professeur Marcel Paul Schutzenberger, il est beaucoup moins connu que Prigogine et d'Espagna, mais il disait, quand il avait fait une grande conférence à la Sorbonne contre le darwinisme, j'avais organisé, il dit, je n'ai pas prêché contre la raison, c'est exactement la même chose pour moi, hein. J'ai prêché pour la raison, parce que parfois, la raison doit être capable de dire il veut dire un grand merde à la science. Parce que justement, la science peut nous égarer parfois et elle peut entrer dans des impasses. Donc la raison est au-delà de la science. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On va regarder tout de suite le chat. Je vois qu'il y a des choses qui ont été écrites dans le chat.
Bonjour, les trois principes proposés à retenir, la dialogique, Oui. la récursion organisationnelle, et en trois, merci de dire car j'ai eu un souci technique, ce n'est pas... Le hologrammatique, alors je ne sais pas si le terme, je n'ai pas vérifié si Morin a employé, je pense qu'il a employé ce terme, moi j'aurais dit le hologramme, mais je pense que Morin a employé le terme d'hologrammatique, me semble-t-il, à vérifier. Dites l'hologramme, c'est plus simple, hein, mais Ok. hologrammatique, c'est une notion... voilà. Bien, voilà, il nous reste quelques minutes et je souhaitais effectivement qu'on ait et l'intervention et un tout petit temps d'interaction avec chacun. Est-ce que d'autres voudraient prendre la parole, poser une question, ou peut-être Michel, est-ce que toi tu voudrais intervenir? Alors, vous aurez mon texte, hein. J'ai fait un texte que j'ai envoyé à Michel tout à l'heure, enfin au groupe de Michel directement, donc Michel peut vous l'envoyer, mais je vais surtout l'envoyer à Olivier, donc j'ai l'email, puis de toute façon j'arrête une copie papier, mais je vais surtout envoyer une copie, Mais merci infiniment. je Ouais. vais t'envoyer une copie de ce texte électronique. Michel, Oui, merci beaucoup. un petit commentaire, Merci Michel. beaucoup d'avoir tenu dans les temps. Donc, je pense que c'est bien de laisser passer quelques questions et surtout poser vos questions dans le chat. Ouvrez le chat parce que les questions dans le chat sont très, très intéressantes aussi et ça permet de les structurer et pour l'animation de savoir un peu quelles sont les questions émergentes. Donc, dans l'approche quantique de Morin, comment traite-t-il du principe d'incertitude d'Heisenberg? Je pense que tu l'as un peu expliqué, hein. Oui, oui, mais bien sûr, il y a tout à fait un lien, si vous voulez. Alors, attention, encore une fois, j'ai pas dit que la physique quantique justifie l'enseignement de Morin, mais je dis qu'il y a des analogies qui sont extrêmement fortes et que justement, tout ce que Morin, le principe dialogique, si vous voulez, de Morin, c'est vraiment cette idée de onde corpuscule, etc., de particules, vous devez tenir un truc par deux bouts différents, quoi. Vous pouvez pas, voilà, il y a quelque chose qui vous échappe et vous devez le tenir par deux bouts différents. Vous pouvez pas vous faire une représentation clair, si vous voulez. Le principe d'incertitude, c'est évidemment, vous ne pouvez pas faire la connaissance de la vitesse et de la position. Et là, je pense que la pensée complexe, c'est exactement ça. On ne peut pas se faire une représentation claire en système cartésien du réel, voyez-vous. Très très bien. Voilà. Alors, il y a une autre question très intéressante qui est liée à cette question qui vient d'être posée, mais celui qui la pose, Mario Varvoglis, est peut-être le mieux, le plus à même de répondre à sa propre question. Merci Mario d'être parmi nous. Peut-être Oui. Mario, tu peux dire deux mots là-dessus, c'est intéressant parce que ça peut donner à un Oui, certain bien sûr. J'ai vu la question de Mario, c'est sur la non-séparabilité au niveau humain. Mario, tu veux prendre la parole? Bonjour Mario. Je n'avais pas planifié de prendre la parole, mais vous savez que mon intérêt par rapport à ces phénomènes Oui. qu'on appelle, ces domaines qu'on appelle parfois les expériences paranormales, j'aime pas les mots, mais je suis curieux de savoir si à un moment donné, Edgar Morin a abordé cette question de manière euh, plus systématique que ce que moi j'ai pu voir. Et bien sûr, Michel, Jean, Karine, vous connaissez tous mon activité dans ces domaines, Bien donc je suis sûr. très intéressé par aussi les réflexions de ces grands penseurs là-dessus. Alors, Oui, moi, je peut-être peux pas c'est répondre pour intéressant, Morin. Mario. Qui C'est sait peut-être que... intéressant que tu dises deux mots sur ton activité qui est tout de même très particulière, qui est quasiment unique au monde, dans un des instituts qui a travaillé depuis un siècle sur des questions justement d'inséparabilité ou de phénomènes paranormaux. Oui, c'est bon, depuis un certain temps, depuis une vingtaine d'années, je dirige l'Institut Métapsychique, qui est une fondation de recherche consacrée à ces questions. Et on tente de l'aborder de manière assez inclusive, c'est-à-dire et à la fois expérimentalement, c'est-à-dire par la recherche de laboratoire, mais aussi cliniquement, philosophiquement, épistémologiquement. Il y a pas mal de manières de poser cette question sur ces expériences. Donc, voilà, et on est un groupe de certains d'entre vous, vous nous connaissez.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? C'est pas à moi de prendre la parole là, c'est Non, parce qu'on est la sur un question, autre la sujet. question était, je n'ai pas la réponse parce que moi, je n'en ai jamais parlé avec Morin. Je pense qu'il était ouvert, mais qu'il n'était pas, entre guillemets, étudiant dans la parapsychologie. Est-ce que quelqu'un en a parlé avec lui? Parce que moi, j'en ai pas parlé avec Morin sur la parapsychologie. C'est la question enfin, c'est la question qui est derrière la question de Mario. Parce qu'à l'écran, c'est une autre question à laquelle je répondrai après, plus dans mon domaine, la non-séparabilité. Mais est-ce que quelqu'un sait si Morin s'est intéressé à la question? Mais en tout cas, je connaissais relativement bien Erwin Laszlo, et donc s'ils ont discuté, et s'il a discuté avec d'autres penseurs dans cette famille, je pense il était forcément au courant qu'il existe un Oui. tel domaine. Maintenant, voilà, Au c'est courant pour que ça que je pose. Laszlo, pour moi, Laszlo est, j'ai quand même assez bien connu aussi, comme vous le savez, peut-être même mieux que Morin. Laszlo et Morin étaient très différents sur plein de, Hmm. j'allais dire sur leur vision du monde dans plein de domaines. Maintenant, ça tombe bien. Avant-hier, j'étais au téléphone avec David Acunzo. David Acunzo, pour ceux qui ne le connaissent pas, Mhm. il est Oui. directeur de laboratoire à l'Université de Virginie dans la division des Perceptual Studies. Et aujourd'hui, c'est, je crois, avec Dean Radin et son labo, mais je crois que c'est le labo américain qui fait les choses les plus importantes sur la parapsychologie, et donc c'est un sujet passionnant. Mais au niveau de la physique quantique, je suis prudent. Mon ami est, je dirais pas maître, parce que mon maître c'était d'espagnol, mais enfin, Costad Borgar a beaucoup discuté avec moi pour essayer justement de me tirer vers son interprétation à lui, plutôt que celle de Despagna, comme il savait que j'étais élève de Despagna. Et donc Costad Borgar pensait que la non-séparabilité et la physique quantique étaient des preuves, des outils conceptuels pour expliquer la parapsychologie. Je ne dirais pas jusque-là, mais je dirais que déjà, au minimum, c'est une analogie, mais c'est vrai que dans un monde, si vous voulez, où il y a des reliances aussi fondamentales que la non-séparabilité, on peut imaginer que les phénomènes humains de télépathie, de vision à distance, etc., soient évidemment liés à des mécanismes, disons, de cet ordre, pour rester prudent. Bah, merci beaucoup, Jean-Claude. Donc, on pourrait dire, Merci à pour vous. conclure, qu'il y a une non-séparabilité entre la pensée et la physique quantique. Absolument. Voilà. Bon. Merci, on applaudit Jean-Claude. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci infiniment de cette contribution extraordinaire. Et donc, le texte sera disponible. De mon Voilà. texte. Donc, Merci. Voilà. merci. Donc, on reprend le fil de la démarche et effectivement, bah, c'est aussi une après-midi un petit peu en mode cut, hein, puisque on va faire intervenir combien 8 personnes, 10 personnes de haute qualité sur un rythme effectivement court, puisque 10 personnes sur 4 heures, ça fait effectivement moins d'une demi-heure pour chacun. Donc maintenant, le tableau suivant, c'est Edgar Morin, le penseur de l'avenir de l'humanité, hein, de toute cette conscience, on va dire sensible après la dimension plutôt épistémologique. Et pour aller chercher ce sensible, voilà, on voulait avec Michel redonner la parole et à Karine d'Artigues-Pérou qui est en ligne et à Dominique Marty qui est ici en présentiel, qui est à côté de moi, qui est elle psychologue et psychothérapeute. L'idée c'est d'aller chercher un petit peu ce chemin sensible d'Edgar Morin qui a cheminé aussi au travers du club de Budapest, qui a cheminé aussi au travers d'un certain nombre d'écrits. Et donc voilà, donc l'idée c'est peut-être aussi plutôt dans le vécu, dans le narratif. Donc Karine, est-ce que tu peux aussi avec Michel, qui a vécu une partie de cette histoire, remettre en perspective la connexion qui s'est faite au début des années 2000 entre le club de Budapest, donc qui est né dans les années 90 avec Erwin Laszlo, donc forcément à Budapest, mais il a eu son antenne à Paris, et son antenne à Paris a vécu une certaine dynamique dont j'ai pu faire partie quelques mois, quelques années, à la toute fin, dans les années 2013-2015, mais de manière très très partielle pour moi. Et donc, voilà, Karine, est-ce que tu peux remettre en perspective tout cela pour qu'on puisse reprendre le fil et Oui. apprécier finalement Oui. le personnage Ça me gêne un peu parce que je pense que ça serait quand même à Michel de raconter un peu l'histoire, la genèse quand même du club de Budapest en France. On lui doit cette existence. Ça me gêne un peu de prendre la parole à ce niveau-là. Moi, je veux bien, mais alors Michel, j'ai une très bien. contribution. Voilà. Michel, Commencez. où est-il, Oui. Michel? Michel, c'est... Mais je suis là. C'est là, voilà. Merci Sauf si Karine, vous mais préférez Karine, que je préfère. Non, mais orchestrez-vous, parce que moi, je n'ai pas toutes les composantes de l'histoire. oui, de toute façon, c'est intéressant aussi d'avoir ton avis, Karine. Juste pour dire qu'effectivement,
quand on a créé le club de Budapest, la volonté, c'était de réunir des scientifiques, des artistes et aussi des philosophes et des personnes spirituelles autour du destin de l'humanité sur, comme l'a très bien dit Karine, la petite planète Terre, enfin ce vaisseau spatial sur lequel nous naviguons à des vitesses vertigineuses au milieu du cosmos. Nous sommes déjà dans un vaisseau spatial. Donc, eh bien, très vite, on s'est aperçu qu'un des grands penseurs en France de ce changement de paradigme, et on le connaissait depuis longtemps par ses écrits, c'était Edgar Morin, et en plus, Erwin Laszlo, évidemment, avait depuis longtemps été sensible aux écrits d'Edgar Morin, d'autant plus qu'il faut rappeler que Erwin Laszlo a été un des premiers au monde à créer une sorte de publication régulière autour de la systémique. Et donc, automatiquement, la rencontre entre Erwin Laszlo et Edgar Morin était inévitable. Et on n'a fait que précipiter quelque chose qui existait déjà, mais on a été vraiment très heureux de recevoir, effectivement, et de voir ces deux penseurs du XXIe siècle dialoguer ensemble. C'était extrêmement intéressant. Alors, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, et c'est pour ça que je trouvais que l'introduction de Jean Stone était très importante, parce que, au fond, au-delà de la révolution épistémologique de Edgar Morin, qui est essentiellement cette pensée de la reliance et de la systémique, on voit bien que ça renvoie, et un certain nombre de penseurs ont pris le relais sur la dimension plus globale, la dimension holistique. Et puis, on a toute une série de penseurs, notamment aux États-Unis avec Edgar Morin, qui ont pris le relais sur la dimension intégrale. Donc, en fait, il y a une graduation de la pensée qui va de la pensée systémique, qui amène à le concept dans la complexité d'émergence nouvelle venue du tout, et qui fait que effectivement le tout est plus que la somme de ses parties. Et ça introduit la dimension holistique qui avait été évacuée de la science depuis Descartes. Et en fait, une fois qu'on a compris les différents niveaux de complexité, c'est-à-dire les différents niveaux de complexité, ça amène à la question de l'intégration de ces différents niveaux de complexité. Et cette intégration des différents niveaux de complexité amène automatiquement à relire des penseurs du début du siècle, comme Teilhard de Chardin ou comme Sri Aurobindo, pour ne pas apparaître que occidental. Mais je veux dire, on est traversé durant tout le XXe siècle par des penseurs qui vont petit à petit établir les fondements de cette pensée systémique, holistique et intégrale. Et effectivement, quand Erwin Laszlo crée le club de Budapest, il est clair que l'idée, c'est effectivement, et c'est dans ce sens-là où il y a vraiment une dimension centrale, et pour reprendre ce qu'a expliqué Karine, il y a des voies, certes, mais il y a aussi la voie. Il y a des voies dans le sens où la complexité va s'exprimer dans le futur d'une manière sans doute encore plus diverse qu'elle n'a jamais été. Et d'ailleurs, dans l'évolution humaine, on s'aperçoit que la dimension de diversité et de complexité croissante est effectivement essentielle, comme dans l'ensemble du processus qui précède même l'apparition de l'humanité, c'est-à-dire la complexification du monde est au cœur du processus d'évolution, et ça, des personnes comme Teilhard de Chardin l'avaient souligné dès le début du siècle, ou Sri Aurobindo. Mais en même temps, toute la question, c'est dans ce changement de paradigme, jusqu'où on va dans les niveaux de complexité, dans les émergences. Et là, on voit bien qu'au cours de la fin du XXe siècle, il y a eu des percées absolument majeures
dans ce domaine. Et c'est vrai que l'université intégrale, à ce moment-là, est créée dans ce sens-là, parce qu'on s'aperçoit avec Karine, mais en l'ensemble du club de Budapest, que il se développe au niveau mondial une pensée intégrale, notamment portée par la personne qui est la plus connue dans ce domaine et qui est un des philosophes les plus lus au monde actuellement, qui est Ken Wilber, mais pas que, parce que même si Ken Wilber a été un moteur essentiel, un certain nombre de penseurs autres que Ken Wilber avaient déjà pavé la route vers cette montée en complexité du réel et de la pensée. Voilà. Et donc, le club de Budapest, c'est l'université intégrale, le club de Budapest au niveau international, le club de Budapest en tant l'université intégrale au niveau français dans le 6e, et le club de Budapest au niveau mondial à travers le réseau qu'avait créé Erwin Laszlo, a été un haut lieu de cette évolution de paradigme au niveau planétaire, qui, à mon avis, ne fait que commencer, puisqu'on voit bien que cette pensée complexe, elle est incontournable, elle est la voie, même si effectivement elle débouche sur une multitude de possibles et d'interprétations. Et c'est là où ce qu'a dit, ce qui a été dit précédemment est important, c'est que effectivement, il y a certes un changement de paradigme qui peut être défini assez clairement, mais en même temps, la manière dont contribue chacun à l'évolution du monde aujourd'hui est extrêmement divers. Et dans le club de Budapest, on voulait ouvrir cette dimension de diversité. C'était très important d'avoir une très grande biodiversité, en quelque sorte, de pensée. Et dans ce sens-là, que ça soit Erwin et Edgar ont été un peu, certes, des pionniers, mais ils ont ouvert la porte à une multitude de paroles qu'il faut aussi honorer et qui ont été structurantes ces 10 dernières années au cours du 21e siècle. Voilà. Karine, peut-être, ce qui serait intéressant, c'est que tu dises un peu voilà, le travail je veux bien juste, merci Mm. Michel, parce que je pense que c'est important que tu redonnes un peu la perspective du club de Budapest, de l'origine, etc. Moi, ce que je tiens à partager avec vous, c'est peut-être un élément d'hypothèse que je fais, puisque j'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Morin pour ma thèse. Mais j'ai senti entre une évolution en fait du travail d'Edgar Morin entre le début des années 2000 et les années 2010. Et l'hypothèse que je fais, parce que quand je revois en fait, voilà, Bénédicte a mis une photo, mais quand je revois la dimension, Edgar Morin avait énormément de plaisir à venir au club de Budapest. Et ça m'a toujours un peu étonnée parce que bon, voilà, j'étais un peu étonnée de ça. Il acceptait tout le temps nos invitations. Ça a été un de nos grands membres créatifs puisque nous avions des membres créatifs. Et moi, je fais quand même l'hypothèse, pour avoir lu beaucoup de ses travaux, qu'il y a quand même un changement dans l'homme. Cette charnière des années 2010 où justement la notion de conscience apparaît dans ses textes, même dans ses écrits d'ailleurs. C'est hyper intéressant parce que on le voit, enfin moi je l'avais vu au niveau de l'apparition du terme de conscience qui arrive dans ses travaux. Et c'est pour ça que je voulais moi insister sur cette charnière des années 2010 avec la voix, parce qu'il y a cette dimension de transcendance. Et par rapport à la question de Mario Varvoglis ou le commentaire, la réponse de Michel Nguyente, je pense en effet qu'il n'était pas, c'était pas un expérimentateur de l'au-delà, ou c'était pas un être au sens avec une pratique peut-être spirituelle, etc. Mais par contre, je pense que c'était l'artiste en lui qui voyait très bien et auprès de qui finalement la rationalité résonnait avec la dimension du sensible, émotionnel, de l'art. Et je crois que en fait l'objectif du club de Budapest, c'est pour ça que je rappelais que le club de Budapest c'est quand même une émanation du club de Rome. Donc c'est vraiment l'idée d'aller vraiment répondre aux grands défis planétaires, mais pas uniquement par la voie de la rationalité.
par aussi la voie du sensible, par la voie du mystère, par la voie de l'art, par la voie des spiritualités, des religions, etc. Et je crois que en fait, il était complètement, ça résonnait énormément avec l'hypothèse que je fais, qui est que voilà, à cette époque-là, c'était peut-être une nouvelle étape de son travail, et que il sentait, parce que dans cette dimension de réforme de la vie, de réforme de l'humanité, voilà, de réforme de la pensée, de réforme éthique, en fait, je crois que c'était ça qui l'intéressait, voilà. Et je crois que c'est pour ça qu'il avait autant de plaisir de venir dialoguer avec nous, parce que il sentait qu'il était dans une communauté de pensée, en fait, qui était vraiment sensible à cette dimension, mais qui avait aussi intégré la dimension de la transcendance et du dépassement. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais dire, parce que bon, j'ai été un petit peu rapide tout à l'heure, et donc cette communauté de destin, hein. Je tiens à dire aussi que c'était quelqu'un qui était extrêmement accessible, Edgar Morin, parce que c'est vrai que quand on entend l'exposé de Johnstone, ben, tout ça paraît voilà, très difficile à appréhender comme pensée, hein. Mais en fait, c'était vraiment quelqu'un de très accessible humainement. Et je crois que ça aussi, c'est ça qui nous manque en fait, je trouve aujourd'hui, c'est que il arrivait à embarquer des sujets quand même, voilà, qu'on dirait complexes aujourd'hui, mais voilà, de manière simple, et aussi une grande curiosité de la vie. Et voilà, je sais qu'il nous manque déjà, et que voilà, c'était ça que je voulais juste partager avec vous en plus. Voilà, merci Olivier. Merci, Merci Karine. Karine. C'est Oui, je important ce reprends un que tu tout viens petit de dire. peu Michel, parce que on est ici aussi avec une personne qui a beaucoup fréquenté le club de Budapest, Dominique Marty, et qui ne se place pas forcément sur les mêmes registres que Johnstone ou Karine ou Michel, mais qui est, elle, une praticienne au sens, tu es psychothérapeute. Oui, je suis psychologue et psychosociologue. Et voilà. Et alors, comment toi, tu as bénéficié finalement de tes interactions, de ton écoute d'Edgar Morin? Comment ça t'a nourri et comment ça se traduit aujourd'hui dans ta vie, dans ta profession? Oui, alors peut-être que tu peux... Alors oui, je vais te mettre en plein écran. Voilà. Voilà, alors pour prolonger ce que disait Karine, j'ai un souvenir d'une soirée extraordinaire, d'un dialogue qui était un ballet, qui était quelque chose d'extraordinaire entre Edgar Morin et Irving Laszlo. Nous étions dans une grande salle, il devait y avoir peut-être 200 personnes dans la salle, on a dû ouvrir... Voilà, pardon. On a dû ouvrir toutes les fenêtres sur le jardin, laisser les couloirs largement ouverts parce que les gens arrivaient par flux et il n'y avait pas cette place et tout le monde disait je veux rentrer, je veux rentrer. Et c'était un spectacle, c'était une danse. Chacun dans ses arguments, chacun sa façon de présenter, voilà, avec une harmonisation incroyable malgré les différences et à partir de leurs différences justement. C'est ça qui était très intéressant. Voilà. Alors je laisse ce côté-là. Effectivement, j'ai fait partie de l'aventure du club de Budapest pendant de nombreuses années. Par rapport, là, je reviens plus strictement par rapport à ma profession de thérapeute, de psychologue et psychosociologue. Ce que je peux dire de mon parcours universitaire et professionnel, c'est que voilà, j'ai fait mes études à la Sorbonne, de façon classique, un peu trop classique. J'ai eu la chance de faire une année aussi à l'université de Vincennes, qui proposait des choses beaucoup plus ouvertes, avec des nouveaux concepts et des choses beaucoup plus reliées, etc. Et j'ai commencé à respirer, à me sentir bien à l'école des hautes études en sciences sociales, proche de la pensée d'Edgar Morin. Je l'ai rencontré là avant de la rencontrer au niveau du club de Budapest. Et ça a été pour moi une respiration énorme. Enfin, il y a des liens entre les disciplines. Et enfin, ce ne sont pas simplement des concepteurs, mais ce sont aussi des praticiens. Voilà. J'ai travaillé notamment
avec Serge Moscovici. Oui, bien Hein, sûr, sur on l'a les- eu comme professeur. Tu l'as eu comme professeur, Oui, moi aussi. absolument. Voilà, c'était mon directeur de thèse sur les représentations sociales. Voilà. Alors, peut-être que tu peux dire ton nom, Ah non, puisque non, non, mais ça va. Par contre, Bon, tout à voilà, parce l'heure, que c'est oui. aussi une collègue, même si on a une différence d'âge. Moi, j'aime bien les Oui, relier. oui, Voilà, oui, je me tout à sens fait. bien quand je peux relier Non, les non, mais il choses. se trouve qu'on a... Donc Francine On a un Deprat qui parcours interviendra proche. tout à l'heure vers 18h30. Voilà. 17h30. Voilà, voilà. Alors, pour ma pratique professionnelle, je dirais aujourd'hui, parce que je suis passée par le coaching en entreprise, le coaching de dirigeants, enfin, etc. Je suis revenue à la partie la plus intime de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la personne, l'être et les structures que sont les structures familiales. Hein. Donc aujourd'hui, je fais de la thérapie systémique familiale. Voilà. J'y suis venue parce que je me suis trouvée dans un quartier où il y avait plein de familles, où j'étais repérée pour accompagner des enfants, des familles, des fratries. Et là, ça n'arrête pas. Voilà. Donc finalement, je me laisse non pas définir, mais la mission du psychologue, c'est aussi d'être le psychologue de la cité. Et je trouve, j'étais à Lille auprès de Michel, etc., pendant 6 ans. J'ai pu préparer, enfin, si on peut dire, l'avant-Covid, le pendant et l'après, près de l'Université catholique de Lille. Et j'ai accompagné beaucoup de médecins, puisqu'on était aussi à côté d'un pôle médical très conséquent. Donc tous les arrois du corps médical pendant et tous les arrois des étudiants privés de lien social en crise de reliance, qui étaient en pyjama derrière leur écran et les uns après les autres. Voilà. Donc j'ai accueilli beaucoup d'étudiants en détresse. Certains ont même quitté parce que c'était trop. Des étudiants qui étaient justement coupés du lien social le plus élémentaire, même si dans les week-ends ils arrivaient à faire, voilà, à se réunir et à faire la fête. Voilà. C'était quand même, on était privés de ce qui est complètement essentiel, qui était le lien social. Donc tu as vécu Edgar Morin dans ce qui t'a nourri on va dire, de pensée haute, et en même temps, ça a nourri une pratique extrêmement concrète, extrêmement vivante, voire extrêmement criante d'une certaine manière, dans ces périodes particulièrement de tension qu'ont été le Covid. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer la personne comme on l'a considéré il y a quelques années, avant Morin. Morin a apporté la complexité, y compris dans la façon d'aborder qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce qu'un individu. C'est déjà une totalité, c'est déjà une globalité. À l'intérieur de lui, c'est l'approche aussi hologrammatique. Il porte en lui la totalité. Et on le voit peut-être aussi sur la manière dont on pense les villes. Hein. Je ne fais pas une digression, mais on les a vues comme des fonctions au point que on a éclaté les quartiers commerciaux, résidentiels, etc. On a fait des villes nouvelles qui étaient monofonctionnelles dans les années du XXe siècle, pour effectivement aujourd'hui revenir à la ville du quart d'heure, une ville maillée. Et effectivement, c'est cette rupture de système de pensée qu'on assiste aussi. La pensée d'Edgar Morin se traduit aussi dans notre vécu le plus intime, familial, urbain. Tout à fait. Tout est lié. Et dans l'approche familiale, là je fais une expérience complètement nouvelle en ce moment, depuis quelques années, qui est à partir d'une personne qui va mal, donc qui vient, par exemple un adolescent ou un enfant, ce sont les parents qui introduisent la notion de thérapie. Toute la famille est là autour de l'enfant. Ça n'est plus l'enfant symptôme comme autrefois où la famille était complètement à part et on soignait les symptômes de la personne du mieux qu'on pouvait, chimiquement, etc. Aujourd'hui, il y a une compréhension qui est complètement dans l'ouverture. Les parents sont là autour de l'enfant, grâce aussi au psychologue, et donc le travail que je peux faire, de donner la parole à chacun et de travailler en co-responsabilité sur tout ce qui se passe dans la famille. Ok, très bien. Ça, c'est très intéressant. Très clair.
Donc là, on a relié les concepts de pensée. Maintenant, on relie les aspects finalement du réel et de la vie autour de la pensée d'Edgar Morin. Michel, donc là, il est 16 heures et bientôt 10 minutes. On va faire une pause à 16h15. Est-ce que tu veux, ou peut-être Karine, peut-être terminer sur le témoignage du vécu du rapport entre vos parcours à vous avec Edgar Morin? Peut-être juste un point, c'est rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il est clair que la psychologie a complètement évolué d'une approche d'isolation du fou, entre guillemets, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre à ce terme, pour faire référence à Foucault, à une analyse systémique de la famille et de la société. Et je pense que cette évolution du sujet, d'un sujet isolé à un sujet en lien, a été énormément poussée par la pensée d'Edgar Morin. Et aujourd'hui, et moi-même d'ailleurs, j'ai travaillé avec ma propre famille sur une approche systémique, et c'est très concrètement extrêmement enrichissant, et ça permet des évolutions positives extrêmement intéressantes. Voilà. Karine. Moi, je trouve que Morin, vraiment, au regard de ma responsabilité aujourd'hui au niveau de l'Association française de prospective et de l'IFRN, l'International Foresight Research Network, donc sur la partie vraiment prospective, je pense que Morin ne se qualifiait pas de prospectiviste. On ne qualifiait pas Morin de prospectiviste. Mais je crois que autant il a été complètement valorisé, intégré de son vivant par par la systémique, par l'école et les communautés de systémie, autant je trouve que sur la partie prospective, il n'a pas été, en tout cas de son vivant, reçu ou voilà apprécié, je trouve, sur sa dimension de l'inattendu, de l'improbable. Et pour moi, clairement, ça reprend et ça recoupe beaucoup des travaux, par exemple, de Ril Miller aujourd'hui sur la littératie des futurs, qui est un travail aussi qui s'inscrit quand même dans une tradition bergsonienne. Et donc, je trouve que là, il y a peut-être un travail, c'est-à-dire qui serait intéressant à faire, je me dis en vous écoutant là tous cet après-midi, c'est de me dire de reprendre les lunettes de la prospective au sens au sens du travail même qu'un certain nombre d'entre vous menez même dans le groupe de prospective de la prospective à la CFDT, je pense à Jean-Éric Aubert, ou je pense aussi aux travaux de Francine Deprat, sur la dimension un peu épistémologique de la prospective, en quoi finalement Morin, le travail de Morin, pourrait éclairer aussi la prospective, au-delà de la dimension systémique, au-delà de la dimension intégrative, hologrammique, etc. Enfin, tout ce qui a été rappelé jusqu'alors là dans nos échanges, mais en quoi dans cette dimension de probable, catastrophique et le saut vers l'improbable, qu'est-ce qui peut nous apporter dans la lecture aujourd'hui et la pratique de la prospective, parce que ça a été très rapidement dit, mais je tiens à insister là-dessus, puisque moi j'ai beaucoup repris la notion d'écologie de l'action, mais puisque j'ai beaucoup écrit sur l'écologie de l'action, mais pas au sens justement de Morin. Donc j'ai expliqué pourquoi l'écologie de l'action s'inscrivait plus dans une dimension intégrative, selon moi justement, de l'individu, du collectif, de la société, du mystère, du tout dans le tout. Et que en fait tout l'intérêt de la pensée d'Edgar Morin, c'est justement que c'était une pensée de l'action, de l'axiologie, et que on avait constamment cet aller-retour. Et moi, personnellement, c'est ça que j'ai énormément apprécié dans son travail et que j'apprécie encore. C'est vraiment une lecture avec toujours une proposition d'action, une proposition de réforme, une proposition
voilà, du pas d'après. Et donc ces deux dimensions d'improbable et d'axiologie en fait, hein, de rapport à, je trouve que ça pourrait vraiment nourrir en fait nos travaux de réflexion auprès de la communauté des prospectivistes. Voilà, peut-être ça a été fait, mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire. Merci. On t'entend pas, Olivier. Il faut que tu mettes ton son. Alors, pardon, je redis. Alors, merci beaucoup Karine, merci beaucoup Michel et merci aussi à Dominique Marty pour ces témoignages sur le parcours vivant que vous avez eu pendant un certain nombre d'années, on va dire depuis le début des années 2000 jusqu'aux années 2019-2020, notamment pour tout le parcours du Club de Budapest. Et puis, vous avez coécrit, vous avez accueilli ces productions. Et donc, dans un petit quart d'heure, on va être avec François Doss, qui est historien de la pensée, historien des philosophies, et qui est lui-même philosophe, pour justement retracer le parcours. Voilà. Donc retracer le parcours de la pensée d'Edgar Morin. Donc voilà, on se donne peut-être une grosse dizaine de minutes de pause pour respirer un peu chacun, c'est important pour notre écologie personnelle. Et puis on se retrouve à 16h30 précise pour redémarrer un nouveau segment tous ensemble. Voilà, merci.